Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et cette semaine on va parler du diabète de type 2. Alors c'est parti, let's go! Voilà, donc on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau en présence de Caroline. Je vais te laisser te représenter. Bonjour à tous, je suis le docteur Caroline Bourgeois-Auty. Je suis chef du service d'endocrinologie diabétologie de l'hôpital Émile Durkheim d'Épinal, créé il y a maintenant 5 ans, et je vais vous parler aujourd'hui du diabète de type 2. Voilà, on avait déjà fait une vidéo ensemble sur le diabète de type 1. Si vous ne l'avez pas déjà vu, foncez la voir. Je vous mets le lien juste en haut. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un petit peu qu'un diabète? Oui, alors le diabète, c'est le fait d'avoir une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Donc ça peut occasionner des signes cliniques, c'est-à-dire des choses qu'on ressent, et ça peut également occasionner des complications sur le long cours ou des complications aiguës si on ne le soigne pas. Et donc là on va parler spécifiquement du diabète de type 2, qui est assez fréquent en France. Combien de personnes sont touchées? Alors on a un peu plus de 4 millions de sujets qui ont un diabète de type 2 et à peu près 3,5 millions de personnes qui ont un traitement médicamenteux pour leur diabète de type 2, donc c'est 5% de la population. Donc c'est une pathologie fréquente. Alors à partir de quel moment est-ce qu'on suspecte qu'on a un diabète de type 2? Le problème du diabète de type 2, c'est que c'est souvent silencieux et asymptomatique. Donc le plus souvent, on le dépiste par un dosage systématique dans une prise de sang de la glycémie. Et ce dosage doit être particulièrement régulier chez les sujets qui ont des facteurs de risque de développer un diabète de type 2. Alors question, à partir de quel âge est-ce qu'il faut faire ce dépistage? Alors, en l'absence de symptômes ou de signes d'alerte haute, le dépistage systématique est recommandé à partir de 45 ans. Si on a des facteurs de risque autres, à savoir un surpoids, des antécédents familiaux, on fera un dépistage plus tôt, dès l'âge adulte en fait. Alors quels sont ces facteurs de risque? Qu'est-ce qu'il existe comme facteur? Alors, le principal facteur de risque que l'on connaît, c'est les patients en surpoids ou obésité. C'est également plus fréquent quand les personnes ont un membre de leur famille ou plusieurs membres de leur famille qui ont un diabète de type 2, auquel cas on a une récurrence jusqu'à peu près 50% des cas. Et il y a beaucoup d'autres facteurs de risque, le fait d'avoir eu un diabète de grossesse, le fait d'avoir eu un diabète gestationnel, donc un gros bébé, une macrosomie. Également le fait d'avoir développé un diabète à l'occasion de certains traitements médicamenteux comme les corticoïdes. Donc là, le médecin traitant doit vraiment vous alerter sur la nécessité de rechercher un diabète par un dosage systématique de la glycémie. Et je pense que c'est important de dépister le diabète le plus tôt possible parce que c'est une maladie qui est chronique et le plus tôt c'est dépisté, le mieux c'est pris en charge, ça pour éviter au maximum les complications. C'est ça. Alors comme c'est une maladie qui a la différence du diabète de type 1, donc comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, c'est une maladie au début et très longtemps silencieuse, ce qui fait que si on ne dépiste pas suffisamment tôt, on peut avoir déjà des complications au diagnostic qui auraient pu être évitées si on avait trouvé ce diabète et si on l'avait pris en charge plus tôt. Donc j'ai bien compris, c'est à partir de l'âge de 45 ans, c'est tous les 3 ans à peu près cette surveillance-là? Si le patient n'a pas de facteur de risque. S'il n'y a pas ce facteur de risque, voilà. Ouais, exactement. En revanche, ce sera plutôt, c'est dès l'âge adulte, et là c'est vraiment le médecin traitant qui détermine la fréquence en fonction justement des antécédents du patient. Et le problème, c'est que souvent les sujets adultes jeunes ne consultent pas forcément en médecine générale parce qu'ils n'ont pas de problème de santé particulier, et on se retrouve avec des diabètes qui sont diagnostiqués plus tardivement que ce qu'ils devraient l'être. Oui, des fois c'est vrai qu'on en découvre nous aux urgences en fait par hasard, les gens viennent pour totalement autre chose et on va découvrir un taux de sucre très élevé à ce moment-là. Donc après c'est l'occasion de faire le point. Tout à fait. C'est vrai que c'est longtemps asymptomatique et que c'est un des problèmes. Et donc imaginons, on vient de me diagnostiquer un diabète de type 2, quelle est la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors une fois qu'on a confirmé ce diagnostic, c'est-à-dire 2 dosages de glycémie veineuse à jeun, si le taux n'est pas très élevé et si la mesure d'un paramètre qu'on appelle l'HbA1c n'est pas très élevé, on peut et on doit commencer par ce qu'on appelle des modifications de son mode de vie. Donc en pratique, c'est essayer de voir ce qu'on peut changer dans son mode de vie, à la fois au niveau de son alimentation, de son activité physique. Et c'est vraiment, ça doit donner l'impulsion à des changements, et souvent les patients ont vraiment un déclic, on va dire, et nous on est là pour les accompagner en ce sens, et le médecin traitant. Oui, donc c'est des habitudes de vie comme par exemple marcher plus, prendre l'escalier, éviter de prendre l'ascenseur, ou faire des pompes. Voilà, par exemple. Donc je vois que FX prévient son risque de diabète de type 2. Donc voilà, bon, le petit échauffement pour me réchauffer parce qu'il fait un peu froid là, on est en t-shirt quand même là au mois de novembre, enfin fin octobre. Alors ce qui est important de préciser, c'est qu'on n'a pas tous l'aptitude à faire des pompes, à faire tout simplement du sport. Moi ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est que finalement
tout ce qu'on fait en plus de ce qu'on fait d'habitude, c'est bénéfique. Faire un peu de marche chaque jour, c'est bénéfique. Alors idéalement, faire 150 minutes d'activité par semaine, c'est ce qui est recommandé et bénéfique pour la santé, mais globalement, il ne faut pas se décourager et vouloir se lancer dans des choses trop compliquées. Le but, c'est que ça tienne sur la durée. C'est pareil avec l'alimentation, il ne faut pas vouloir tout supprimer et tout changer d'un coup, parce que ça ne tiendra pas sur le long terme et ça fera plus de dégâts. Ouais, donc ça, c'est votre rôle aussi d'accompagner dans ce changement-là et de voir l'évolution. Et donc si malgré tout, ça ne suffit pas, il peut y avoir certains médicaments à introduire, c'est ça? Tout à fait. Alors je précise que 90% des patients ayant un diabète de type 2 sont suivis par leur médecin traitant qui est vraiment en première ligne sur les diabètes récents pour les aider et les accompagner dans le changement de leur mode de vie. Si ça ne suffit pas, on introduit un traitement médicamenteux qui, dans l'immense majorité des cas, en première intention, est la metformine. C'est vraiment ce qui est recommandé. C'est un vieux médicament qui a des effets très bénéfiques et qui marche très bien dans le diabète de type 2. Au-delà, quand ça ne suffit pas, alors c'est pas que le diabète est plus grave, c'est que le diabète c'est une maladie qui évolue. Donc là, le médecin traitant peut introduire un deuxième traitement, voire dans les situations un petit peu atypiques où il ne s'en sort pas, où le diabète se déséquilibre beaucoup, faire appel à un spécialiste. Donc voilà, soit par une consultation, soit par de la téléexpertise, soit par un contact avec un médecin spécialiste pour voir s'il y a lieu qu'on prenne en charge le patient pour aller vers d'autres thérapeutiques. Et après, on peut passer carrément même jusque de l'insuline aussi. Oui, alors effectivement, le diabète donc, de type 2, c'est une maladie évolutive. Donc on dit qu'en moyenne, on a besoin d'insuline au bout de 10 ans de diabète. Nous, on voit bien qu'en pratique, c'est assez variable, que des fois, ça peut être moins, des fois, ça peut être plus. Et surtout, des fois, il ne faut pas passer à côté de diagnostics alternatifs de diabète parce qu'il y a le type 1, il y a le type 2. Et puis, il y a 10% des cas où c'est des diabètes un petit peu plus atypiques qui sont vraiment là du rôle du spécialiste. Et donc, au niveau du diabète, il peut y avoir des fois des complications qui peuvent apparaître. Quelles sont tu peux nous dire un petit peu les principales complications? Oui. Alors, en fait, pourquoi on soigne le diabète? Parce que le fait d'avoir une glycémie élevée dans le sang, ça conduit à ce qu'on appelle une anomalie des petits et des gros vaisseaux, ce qu'on appelle la micro et la macro-angiopathie. Et ça occasionne les complications que beaucoup connaissent, notamment les sujets diabétiques qui peuvent avoir eu un parent ou des membres de la famille qui ont été atteints. Donc, c'est les complications au niveau des yeux, des reins, des nerfs et également au niveau des vaisseaux, donc le cœur, les artères cérébrales, les artères des jambes. Ça, c'est ce qui nécessite un suivi de ces complications qui, encore une fois, peuvent être évitées si on prend en charge les choses correctement et suffisamment tôt. Et on dit à chaque fois aux diabétiques de souvent bien surveiller leurs pieds. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi? Alors ça, c'est un message très important parce que beaucoup de diabétiques ont une petite atteinte des nerfs périphériques au niveau des pieds avec une sensibilité qui est altérée, c'est-à-dire que si on marche sur un caillou, on peut ne rien sentir. Ou sur un Lego, voilà, on peut ne pas, c'est possible ça. Voilà. Alors on a eu le cas d'un patient il y a quelques années, et je le cite toujours en exemple aux étudiants, qui arrivait avec un clou dans le pied et vraiment authentique, il n'avait rien senti parce que on peut avoir une perte complète de la sensibilité avec de ce fait des plaies qui peuvent évoluer de façon dramatique parfois. C'est heureusement très rare, d'où l'intérêt de la prévention. Donc message simple, simplement regardez vos pieds ou si vous ne pouvez pas, demandez à votre entourage de le faire et ne pas hésiter si vous en relevez à aller voir un professionnel qui s'appelle un pédicure podologue qui pourra prendre soin des zones de pied qu'il faut protéger, notamment les zones où il y a un peu trop de cornes. Et Caroline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des méthodes de surveillance de sa glycémie? Alors, on a déjà de base un dosage qui s'appelle l'hémoglobine glyquée qui doit être dosé habituellement tous les 3 mois. Ça peut être un petit peu moins vraiment si le diabète est très bien équilibré. Et sinon, au quotidien, le patient peut lui-même faire ce qu'on appelle des glycémies capillaires. Donc en pratique, c'est un contrôle de glycémie au bout du doigt. C'est pas indiqué chez tout le monde. Un patient qui n'a pas de traitement susceptible d'induire des hypoglycémies n'a pas nécessairement besoin d'envisager cette surveillance. Voilà. Après, quand on évolue dans les traitements et qu'on a des traitements susceptibles d'induire des hypoglycémies, il faut que cette surveillance glycémique soit faite. Et dans l'évolution du diabète, on va avoir besoin au bout d'un certain temps d'insuline et auquel cas on peut surveiller, comme chez le diabétique de type 1, les glycémies par un capteur de glycémie comme celui que vous voyez que j'ai là sur mon bras. Alors, je vous rassure, on tourne le même jour les deux vidéos, ça fait pas 15 jours qu'elle a le capteur, c'est le même jour. Alors, mais c'est un capteur qui se maintient 14 jours. Voilà. Tu aurais pu garder. Mais bon. Donc ça, ce capteur-là est désormais remboursé dès lors qu'on a une seule injection d'insuline au moins, ce qui simplifie vraiment beaucoup la vie des gens, parce que voilà, on a accès directement aux glycémies sur le téléphone que je peux vous remontrer. Voilà, donc on a déjà parlé dans la précédente vidéo de l'application pour surveiller un petit peu sa glycémie. Donc mon petit déjeuner n'est pas très loin, donc il est normal que ma glycémie ne soit pas encore revenue à un taux normal.
Et juste pour terminer, c'est vrai que c'est des patients aussi qu'on voit nous régulièrement au niveau des urgences. Pourquoi? Parce que souvent en cas d'infection, l'infection en fait déséquilibre le diabète et ça permet de... les gens viennent souvent pour une infection et on se rend compte à ce moment-là que le diabète est totalement déséquilibré et ça peut des fois nécessiter d'ailleurs des hospitalisations. Oui, alors en fait c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un diabète déséquilibré va favoriser les infections et une infection va déséquilibrer le diabète. C'est l'œuf et la poule quoi. Voilà, c'est l'œuf et la poule, tout à fait. Nous en hospitalisation on est amené à avoir beaucoup de patients atteints d'infections qui d'ailleurs des diabétiques de type 2 qui peuvent être bien équilibrés habituellement sous antidiabétiques oraux qui vont avoir besoin temporairement parfois d'insuline ou alors c'est l'occasion de se dire que l'insuline c'est le moment de la mettre et on va leur apprendre à gérer et à vivre mieux avec leur diabète. Ok, merci beaucoup Caroline, c'était vraiment super intéressant. Merci. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir et moi je dis à la prochaine et merci Caroline. Merci FX. Salut.